qu'à partir du 1er janvier 2026, toutes les transactions qui vont être faites vont être transmises automatiquement à l'administration fiscale. Là, ils vont commencer à voir que vous avez des cryptos, que vous n'avez rien déclaré. Toutes les personnes qui n'ont pas déclaré leur compte à l'étranger, ça passait jusqu'à maintenant, ça ne passera plus à l'avenir. Il décide de partir d'un exchange centralisé pour le mettre sur son wallet au-dessus de 1 000 €. À ce moment-là, il doit transmettre des informations à son exchange concernant l'opération. Et donc, il doit KYC son wallet. KYC, alors pour devenir customer, c'est la vérification d'identité. Il doit mettre un nom sur le wallet. Là où ça cause problème, c'est que si c'est transparent pour les administrations, c'est aussi transparent pour les hackers. Pour ce nouvel épisode, on va parler de transmission d'informations, toujours avec toi Grégoire. Pour rappel, tu es avocat fiscaliste au sein de LWM, spécialisé en cryptoactifs. Entre autres, ouais. Entre autres. Et on va parler de Travel Rule. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est la Travel Rule ? Alors, la Travel Rule, c'est une règle qui a été dictée par le TFR, le Transfer Fund Regulation, qui est un règlement européen qui oblige les acteurs CASP, donc Crypto Asset Service Provider, de transmettre l'ensemble des informations à l'autre CASP qui va recevoir les actifs. Qu'on ait une transmission automatique d'informations entre les différents acteurs qui font des transactions en crypto. Alors, c'est des exchanges centralisés essentiellement et qui relèvent en fait de la réglementation CASP ou des prestataires de services qui sans être dans le champ de MiCA, fournissent des prestations de services qui sont dans le champ. Donc, c'est assez large comme opération. Enfin, comme champ d'application. Et là, l'objectif, c'est que ces acteurs se transmettent les informations et qu'ils puissent ainsi repérer plus facilement les opérations de blanchiment et qu'ils puissent faire les déclarations à Tracfin s'ils se rendent compte qu'ils ont des opérations suspectes. Voilà. C'est quoi les informations, les données qui sont transmises finalement concernant un utilisateur ? En fait, on va voir l'identité de l'expéditeur et du destinataire essentiellement, et puis les justificatifs, les documents, enfin les copies des pièces d'identité, etc. Plus l'adresse. Ouais, c'est ça. Okay. Qu'on puisse retrouver les personnes en fait. Alors, prenons un exemple concret. On prend Jean-Luc qui, depuis le 1er janvier 2025, sort par exemple son $1010, on va dire, parce qu'en fait la limite c'est 1 000 €. Donc il va sortir 1010 € d'un exchange centralisé vers un compte externe. Il va devoir en fait tout déclarer et notamment délivrer l'identité du destinataire comme la sienne. Alors, c'est pas lui qui va le faire, c'est-à-dire que s'il part d'un exchange centralisé et qu'il va vers un exchange centralisé, quel que soit le montant, il a obligation de transmission d'informations. En revanche, donc là, dans ce cas-là, ce sont les exchanges centralisés qui s'échangent des informations. Jean-Luc, il n'a rien à faire, donc ça se passe bien. En revanche, s'il décide de partir d'un exchange centralisé pour le mettre sur son wallet en self-custody, à ce moment-là, si c'est au-dessus de 1 000 €, à ce moment-là, il doit transmettre des informations à son exchange concernant l'opération et d'expliquer que c'est bien lui. Quel est cet exchange et à quoi ça correspond. Donc, il doit KYC son wallet. KYC, alors pour devenir customer, c'est la vérification d'identité. Il doit mettre un nom sur le wallet. Exactement. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à avoir l'information et qu'on sache d'où ça vient et où ça va. Et alors, pourquoi ça fait polémique ? Parce que jusqu'à maintenant, donc, effectivement, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, ça fait polémique pour des raisons de confidentialité, parce que les gens disent que voilà, si demain il y a un hack d'un exchange, on peut savoir que tel exchange, appartient finalement tel wallet appartient à telle personne. C'est un peu le gros problème, c'est qu'en faisant, d'un certain côté, on dit en fait il faut qu'on ait les acteurs et un maximum d'informations pour qu'on puisse repérer la fraude, etc. Donc effectivement, ça se justifie. Mais d'un autre côté, on concentre l'information et on donne de plus en plus de transparence sur des opérations. Et là où ça cause problème, c'est que si c'est transparent pour les administrations, c'est aussi transparent pour les hackers. Et donc là, ça met en péril parce qu'une fois qu'on a identifié les clés publiques, on sait tous que sur la blockchain, les blockchains publiques, on a toutes les transactions et on peut du coup refaire et savoir combien les personnes disposent et enclencher des opérations telles que des enlèvements, comme on a pu le voir au cours des mois derniers. Oui, complètement. Et c'est vrai que ça pose des vrais problèmes on va dire stratégiques. Aujourd'hui, c'est quoi les moyens d'optimiser sa stratégie crypto tout en restant conforme à la Travel Rule en fait ? Est-ce que c'est par exemple passer par des protocoles en fait, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que finalement, à vouloir trop protéger l'utilisateur, ça va finalement
rediriger les usages vers d'autres types de pratiques, notamment la finance décentralisée, parfois pousser aussi les utilisateurs vers des plateformes non régulées malheureusement, ou pour contourner la travel rule, certains vont par exemple, s'ils veulent sortir 5 000 € d'un exchange, ils vont faire 5 transactions de 1 000 € en fait. Alors là, il faut faire attention, c'est que si on découpe les transactions et qu'on a 5 transactions de 1 000 € dans un très court laps de temps, on a tendance à dire en fait ça dépasse, c'est comme si on avait fait une seule transaction de 5 000 €. Donc voilà, après pour éviter ce genre de choses, en fait il faut en sortir petit à petit là-dessus. Enfin, de toute façon, il y a un moment donné, on va pas y couper en disant ok, très bien, je décide, j'ai mon exchange crypto, j'ai 300 000 € sur mon exchange centralisé. Je dis ok, je veux plus être tracé à la culotte sur ce que je fais. Je prends mes 300 000 €, je les mets sur mon wallet, sur ma clé Ledger ou autre. On fait pas de pub non plus sur le podcast, mais bon. Et donc là, une fois qu'on est sur Ledger, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On n'est plus obligé. C'est-à-dire que si en revanche on envoie de l'argent à quelqu'un qui est sur un exchange centralisé, on va avoir cette obligation de KYC malgré tout. Mais du coup, il faut être en self-custody pour éviter tout problème en fait par rapport à ça. Ouais, mais tu disais, si tu transfères demain 300 000 € de ton exchange vers ton Ledger, effectivement, tu vas devoir authentifier ton wallet avec la travel rule. Oui, bien sûr. Mais rien ne t'empêche d'avoir un deuxième Ledger après derrière. Mais tu me diras, on suit les traces dans la neige, quoi. C'est ça. Donc on est un peu coincé. Quoi qu'il arrive, c'est un peu le problème de cette réglementation. Mais ouais, justement. Toi, c'est quoi pour toi? Comment cette réglementation elle a réduit? En fait, c'est un véritable dilemme qu'on a. En fait, on doit choisir entre d'un côté, on veut de la transparence pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et de l'autre, on veut garantir un anonymat, enfin plutôt un pseudonymat, puisque c'est des clés publiques, ça correspond à une identification, mais on ne sait pas qui est derrière. Et donc, on se retrouve avec un équilibre qui est un peu délicat. C'est-à-dire que là, la manière dont on l'a fait en mode ancien monde. Donc, dans l'ancien monde, on pouvait échanger les informations parce qu'une feuille de papier, ça se déplaçait pas tout seul. Et pour y aller, il fallait rentrer dans les locaux, aller voir le registre et se palucher à la main les trucs. Aujourd'hui, avec l'informatique, à partir du moment où on est connecté à Internet, on est susceptible de se faire hacker. Donc, tout de suite, l'information circule beaucoup plus vite pour le meilleur et pour le pire, en fait. C'est ça le truc. Donc après, sur cette partie réglementaire, je ne sais pas comment on aurait pu faire, parce que de toute façon, on réfléchit assez naturellement de manière centralisée, alors qu'il faudrait réfléchir de manière décentralisée. Donc, soit on restait sous un système, et je pense que ça aurait été mieux, en fait, de rester sur un système en fait, on ne demande pas aux exchanges de faire de KYC, en disant on a les opérations. En revanche, les administrations, en cas de contrôle, peuvent venir voir et demander les informations pour identifier les wallets et qu'on ait une moindre circulation de l'information, en fait. Parce que là, on multiplie les quantités d'informations et donc le risque de piratage de données. Oui, complètement. Parce que c'est pas encore arrivé, ou peut-être que c'est arrivé, j'en ai pas eu connaissance, mais si demain, effectivement, il y a piratage d'un exchange, est-ce que finalement l'utilisateur derrière il peut se retourner contre l'exchange parce que d'une certaine manière l'exchange via cette fuite de données met l'utilisateur en danger? Il y a une responsabilité quand même sur le traitement des données. Alors là, ça rentre dans le RGPD qui est quand même assez compliqué. Je suis avocat fiscaliste, pas RGPD, donc je vais avoir un peu du mal à répondre. Mais effectivement, il y a quand même une responsabilité des exchanges qui stockent les données des utilisateurs qui est importante. Ok. Et tout à l'heure, par rapport au retrait de moins de 1 000 €, tu disais que effectivement après les exchanges vont un peu faire le lien et finalement dire que c'est assimilé à un gros virement. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu fais plusieurs virements, on va demander au bout d'un moment, donne-moi le KYC de ton wallet parce que. Ouais, voilà. Après, on commence à avoir des acteurs qui s'intermédient pour filer ce genre de service. Donc il y a un acteur, alors c'est plutôt en Suisse, qui s'appelle Wecan, qui est assez intéressant, je trouve, qui a pour objectif de centraliser le KYC des banques. Parce que ce qu'ils expliquent avec la réglementation bancaire suisse, c'est qu'il faut faire un KYC pour chaque banque. En revanche, on est obligé de le refaire à chaque fois. Et là, l'idée, c'est un peu de mutualiser en disant que le client a son compte chez Wecan en quelque sorte, parce que c'est pas exactement ça, mais les informations sont centralisées et il donne l'autorisation pour transmettre à telle banque, telle information en fonction du KYC qui est demandé.
Sans que l'utilisateur ne le sache? Si, l'utilisateur le sait, justement. Okay. D'accord. C'est justement lui qui donne l'autorisation de transmettre les informations. Ok. Bon, on a parlé de la Travel Rule. Il y a aussi une autre directive qui va arriver l'année prochaine. Exactement. Donc, c'est DAC 8 pour directive administrative de coopération numéro 8. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est et le lien finalement avec la Travel Rule? Alors, on reste dans cette logique de transmission automatique d'informations. Ce qu'on a vu avec la Travel Rule, c'est que c'est une transmission d'informations qui est entre les différents acteurs. Là, c'est une transmission d'informations avec les administrations fiscales. Donc là, l'objectif, c'est d'imposer à aux mêmes acteurs qui sont soumis à cette obligation d'information de la Travel Rule, qui transmettent automatiquement les informations à l'administration fiscale. Et là, l'objectif, ça va être pour les administrations fiscales de récupérer en fait les informations sur les détenteurs de comptes, les transactions qui ont été réalisées, etc. Donc cette réglementation, elle va rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2026, d'accord ? Et les premières déclarations automatiques faites par les exchanges devront avoir lieu au plus tard le 31 janvier 2027 sur les données de 2026. Donc à partir du 1er janvier 2026, toutes les transactions qui vont être faites vont être transmises automatiquement à l'administration fiscale. Donc ça fait des masses colossales de données, on est bien d'accord, mais ça permettra à l'administration d'identifier tout ça. Donc là, pour le coup, on va changer de monde, en fait, par rapport à aujourd'hui. Pour le moment, il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire qu'on a une seule obligation d'information des administrations fiscales qui est une obligation d'information sur demande. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les PSAN et bientôt les CASP ont l'obligation de transmettre, si on leur demande les informations sur les utilisateurs qu'ils ont, mais pas plus. Là, à partir du 1er janvier 2027, la transmission se fera automatiquement. Une fois que l'administration aura cette information, elle va commencer à recouper les informations. Et c'est là où ça devient un peu redoutable, parce que soit vous avez déclaré que vos cryptos, que vous disposez des comptes étrangers, etc., et que là, ils vont commencer à voir que vous avez des cryptos, que vous n'avez rien déclaré, et donc potentiellement, ils vont venir vous poser des questions et vous redresser pour les sessions que vous n'avez pas réalisées dans les 3 dernières années. Donc là, on va se poser plein de questions sur la manière de traiter ces informations. Et donc voilà. Ce qu'il faut voir aussi avec DAC 8, c'est qu'on a un autre règlement qui est pris dans le cadre de l'OCDE. Enfin, c'est pas un règlement, c'est une convention multilatérale d'échange automatique entre les pays hors Union européenne. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a une centaine de signataires. Et donc, c'est pas que dans l'Union européenne, c'est toutes les administrations qui vont s'échanger des informations automatiquement entre elles sur leurs résidents fiscaux spécifiques. Donc, typiquement, pour un résident fiscal français, s'il part par exemple, on va dire, au Maroc pour ouvrir des comptes crypto, etc., les autorités marocaines vont mettre en place un système aussi de récupération d'informations. Et quand elles auront les informations de leurs propres acteurs locaux et qu'ils voient qu'il y a des résidents fiscaux français, hop, ils vont transmettre directement ces informations à l'administration fiscale française qui sera informée également. Ok, hyper intéressant, parce que la question que je me pose aussi, c'est est-ce que justement, d'un point de vue commercial, ça ne va pas faire le jeu des plateformes non régulées, dans le sens où elles vont capter peut-être plus de parts du marché de la part d'utilisateurs qui veulent justement éviter la réglementation de DAC 8. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ils disent qu'il y a 2 niveaux. En fait, il y a un premier niveau, c'est-à-dire c'est les entreprises qui sont CASP ou PSAN. PSAN va disparaître pour être juste CASP. Mais aussi les prestataires qui ne sont pas agréés CASP, mais qui fournissent des prestations qui rentrent dans le champ d'application de MiCA. Ok. Donc, même si vous n'êtes pas régulé, si vous faites des prestations qui rentrent dans le champ de MiCA, vous devez transmettre ces informations. Ok, même un exchange finalement shady, assez exotique, devra transmettre... Okay. Ouais, après, il devra le faire. Alors, est-ce qu'il va le faire ? Il y a peu de chances qu'il le fasse, mais en revanche, ils pourront aller le chercher là-dessus, en fait. En disant, non, vous ne faites pas vos déclarations, et donc vous tapez les sanctions qui vont avec. Quoi. Okay. Donc, la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas une concurrence déloyale envers les bons élèves qui sont régulés, qui font le travail, et qui finalement perdent des parts de marché vis-à-vis de ces acteurs moins
bon élève qui vont justement essayer de contourner leur... Ouais, on peut voir aussi les choses autrement. Alors effectivement, on pourrait le voir de cette manière-là. Alors c'est toujours Bien sûr. un peu ennuyeux pour les entreprises françaises qui font les choses bien, etc. Mais d'un autre côté, si vous allez vers un acteur un peu shady là-dessus, vous risquez de perdre vos cryptos aussi. Et ça, on l'a vu sur des trucs. J'ai des clients, ils disent ouais, ben, j'ai vu cet exchange, ça avait l'air super, j'ai mis 20 000 balles. Ouais. Maintenant, je peux plus rien faire. Ouais. C'est super. Alors, effectivement, en front, on affiche toujours qu'il a ces 20 000 balles en USDC, mais en fait, vu qu'il peut pas les sortir, est-ce qu'il les a? Quoi non. Parfois, c'est des exchanges qui sont même pas des exchanges. Donc voilà, c'est aussi c'est un peu le revers de la médaille. C'est juste, en fait, c'est plus une question de degré, en disant, en fait, il faut un certain niveau pour garantir une sécurité aux utilisateurs. Et si on veut avoir une extension du marché et permettre à Madame Michu d'avoir des cryptos, qui connaît rien du tout, il faut lui offrir une certaine garantie de sécurité. Donc le jeu de la réglementation, c'est celui-là. Donc après, il y en a qui vont aller faire des trucs un peu shady dans des pays exotiques, etc., avec des services qui sont très bien, mais parce que ça leur permet d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus poussifs. Mais lorsqu'on y va, en fait, il faut y aller en connaissance de cause aussi. Ouais, quand même, il y a un vrai risque, on le rappelle. Voilà, il faut savoir qui est derrière, etc. Bien sûr. Et finalement, d'ailleurs, les informations qui vont être transmises en tant qu'utilisateur par les plateformes d'échange à l'administration fiscale, c'est toutes les transactions. Donc, d'une certaine manière, le calcul de l'impôt, il va se simplifier, j'imagine. Alors, malheureusement, non. Ok. Parce que ça va demander, en fait, l'administration, elle va récupérer les transactions. Elle n'aura pas les soldes de transactions. Elle saura à partir de quand les comptes ont été ouverts. Donc, elle va voir en disant « Ah, mais Madame Michu, elle a ouvert un compte en 2018. Elle n'a jamais rien déclaré. Alors, peut-être qu'elle a... C'est normal, mais on va peut-être aller lui poser des questions. » Donc, ils n'auront pas les soldes. Et pour le calcul des plus-values crypto occasionnelles, on est obligé d'avoir la valeur du portefeuille, puisqu'on a ce système de calcul de plus-value au prorata de la valeur du portefeuille. Donc, c'est là où, en fait, elle ne va pas pouvoir le faire. Et puis, imaginez, on sait quoi les estimations? Je crois qu'on a 8 millions d'utilisateurs Bitcoin, de crypto en France. Ça veut dire que pour 8 millions d'utilisateurs, on va avoir toutes les transactions qui ont été faites dans l'année. Ça risque de... Ça fait énormément de données. Et donc, du coup, ça va être très difficile à traiter. Okay. Pour travailler avec des acteurs de la place, franchement, quand vous commencez à monter au milliard de transactions, c'est un vrai challenge technique là-dessus. Donc, je pense pas que l'administration y aille. Elle va laisser faire ça aux autres et ensuite elle ira contrôler. Mais elle aura au moins les informations pour savoir qui contrôler. Ok. Alors, je le rappelle, toi, tu es également associé de Conta Crypto, qui est une solution pour aider sur le calcul des plus-values, aussi bien pour les professionnels que les particuliers. Exactement. Donc, votre activité n'est pas du tout menacée, pas pour l'instant. Non, je pense pas. Je pense que même au contraire, on a de beaux jours devant nous. Ouais. Parce que ce qui va se passer, c'est que si l'administration commence à enclencher des contrôles, que la personne n'a jamais rien déclaré et qu'elle y comprend rien, si on n'a pas des données qui sont claires, qui sont correctement calculées avec qui donnent une certaine confiance de la part de l'administration, ça peut donner lieu à des redressements qui vont être de véritables boucheries où l'administration peut être amenée à prendre en compte que les cessions en disant vous avez touché ça, sans soustraire les ventes qui ont été faites. Elle a le droit de le faire. À vous en fait, elle va dire vous n'avez pas déclaré, donc moi je reconstitue votre chiffre d'affaires, je considère que c'est ça, maintenant démontrez-moi le contraire. Et alors là, on sort les rames et on y va. Okay. Donc c'est là où des solutions comme Conta Crypto peuvent être intéressantes, parce que ça permet justement de partir d'une base de données solide en disant voilà, on a fait ces transactions, voilà comment ça a été traité. Vous pouvez constater que c'est conforme à la règle, vous pouvez constater que vous avez l'intégralité des transactions, il n'y a pas de trou dans la raquette puisqu'on fait le rapprochement et ça va être ok, merci, au revoir, c'est bon, pas de problème. Okay. Par rapport à DAC8, est-ce qu'il y a un côté rétroactif? Alors, il n'y a pas de côté rétroactif puisqu'on va demander les informations à partir de 2026, mais l'administration, de mémoire, je crois qu'elle récupère quand même la date d'ouverture des comptes. Ok, mais pas les transactions... Pas les transactions antérieures. Okay. Mais une fois qu'elle a la date d'ouverture des comptes et qu'elle va regarder, elle peut très bien dire à l'exchange en disant écoutez, pour cette personne-là, je veux que vous me transmettez les informations concernant les 10 dernières années. Et là, l'exchange a l'obligation de transmettre. Ok. Donc,
Sur DAC 8, il n'y a pas de rétroactivité sur le transfert automatique, mais l'administration va pouvoir aller chercher sur la période antérieure une fois qu'elle aura identifié les personnes. Ouais, donc toutes les personnes qui n'ont pas déclaré leur compte à l'étranger jusqu'à maintenant. Exactement, c'est tout à fait. Ça passait jusqu'à maintenant, ça ne passera plus à l'avenir. C'est ça, c'est-à-dire que petit à petit, alors on va avoir un temps de mise en œuvre, ça va pas être dans l'immédiat, parce que si on a les déclarations, les premières déclarations qui sont faites en janvier 2027 pour 2026, on va avoir un traitement qui va se faire dans l'année, donc on va avoir une certaine latence, parce que pareil, ça fait toujours une grosse quantité de données, et même s'ils s'équipent, enfin ils ont des équipes de data analystes et de spécialistes IA pour développer de nouveaux outils dans le plus grand des secrets de Bercy, il y a quand même un temps de traitement pour savoir comment ils vont réussir à extraire ces données pour pouvoir les exploiter et faire du redressement fiscal. Ok. Et dernière question, c'est vrai que justement, l'administration fiscale va avoir accès à un certain nombre de données. Est-ce qu'elle pourra recouper? Et donc, est-ce que ça va aussi mettre fin à l'anonymat des wallets crypto sur le point, elle va récupérer les transactions, elle va voir ce qui va être transmis, où est-ce que les adresses des wallets crypto. Si les exchanges ont bien fait leur travail de récupérer l'identité des titulaires du wallet crypto, ça sera transmis à l'administration et donc elle aura l'information. Ouais. Et le jour où elle vient de vous voir en contrôle, vous ne savez pas ce qu'elle sait, elle va vous poser des questions et puis ils vont vous sortir cette fameuse phrase, « mais je croyais que vous aviez ça ». Et là, on fait « Ok », donc ils ont bien enquêté avant, donc faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Ok. Très clair. Donc, est-ce que tu peux faire un petit récap peut-être de DAC 8 et Travel Rule, finalement, comment les deux sont d'une certaine manière liés et en quoi ça va impacter justement Alors, Travel Rule et DAC 8 portent sur les mêmes opérations et les mêmes informations à transmettre, d'accord ? C'est juste que Travel Rule prévoit une transmission entre les acteurs du secteur, alors que DAC 8 prévoit la transmission de ces informations aux administrations fiscales. Pour faire hyper schématique, c'est comme ça que ça s'articule. Et peut-être le petit mot de la fin, ton avis sur les deux, est-ce que on va dans le bon sens ? C'est une bonne question. Moi, j'ai un peu tendance en tant que professionnel de prendre ça comme un fait établi. Si je dois avoir une opinion, on retombe sur le problème qu'on évoquait tout à l'heure sur la centralisation des données et le risque de piratage et sur la sécurité, etc. Et que la manière dont c'est fait, c'est plus une manière ancien monde de transmission automatique d'informations qu'une manière nouveau monde avec justement cette prise en compte de risques cyber et de risques du coup de fuite de données et donc après sécurité personnelle avec des enlèvements et des opérations comme ça, quoi. Ok. Merci beaucoup Grégoire, ce sera le mot de la fin. Avec plaisir, merci. Et si vous avez aimé l'épisode, encore une fois, likez la vidéo pour soutenir mon contenu et à très vite.